Bonjour et bienvenue au Québec Connecté, l'émission qui fait le tour du Québec et qui vous présente les reportages qui sont réalisés sur le terrain par nos équipes dans toutes nos régions. Cette semaine, à l'émission, abolition du PEQ, un aperçu du marché immobilier, le comptoir alimentaire L'Escale achète une ancienne banque, des étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire ont tenu une première journée de vaccination contre la rage, les joies du ski adapté, et le pacte d'engagement pour le réemploi dans les Laurentides. Plusieurs voix à travers le Québec se font entendre pour critiquer la décision du gouvernement d'abolir le PEQ, le programme de l'expérience québécoise, qui est remplacé par le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Des gens d'affaires du milieu de l'éducation et des élus municipaux craignent que l'abolition du PEC entraîne l'exode des travailleurs et des étudiants immigrants. L'exemple de Trois-Rivières. Le reportage de Gabriel Pichette. Plusieurs acteurs du secteur d'affaires de l'éducation et de la ville de Trois-Rivières étaient réunis mercredi matin pour dénoncer une fois de plus l'abolition du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Devant une salle comble, ils ont demandé de revoir la décision d'accorder une clause de droit acquis, communément appelée une clause grand-père, pour les personnes déjà établies au Québec. Le maire de la ville de Trois-Rivières a de son côté interpellé personnellement le premier ministre François Legault et lui a demandé d'agir. C'est au premier ministre en titre d'agir. Dans M. Legault, c'est quand même lui encore le premier ministre, il a dit lui-même le gouvernement n'arrêtera pas de fonctionner même s'il y a une course à la chefferie. Bien, ça pourrait être un bel exemple que le gouvernement n'arrêtera pas de fonctionner. Je pense qu'il y a une position qui peut être prise par le premier ministre en titre. Bien entendu, ça l'interpelle aussi les deux candidats, le candidat et la candidate là, à la chefferie de la CAQ, parce qu'ils vont éventuellement, un des deux va se retrouver premier ministre. Donc, eux aussi sont interpellés là-dedans. Mais peu importe qui, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'action dans ce dossier-là, puis qu'on rouvre la porte pour tenir compte de la réalité des personnes qui sont touchées par cette situation-là. Pour Marie-Josée Guilbert, directrice des ressources humaines chez LTR Location, l'abolition du PEC est dramatique pour la suite. Sur les 35 mécaniciens de l'entreprise, 30 sont présentement à risque. On essaye de garder espoir, on essaye de trouver des solutions, mais c'est vraiment pas évident. C'est des employés extraordinaires, c'est des humains. On essaye de tout faire pour trouver des solutions, mais que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral, présentement, on a juste l'impression qu'on a des bâtons dans les roues. On n'a pas l'impression qu'on est en mesure de pouvoir garder ces employés-là, puis c'est très difficile. On continue à essayer d'avoir espoir que les choses vont changer. Pour clore la conférence de presse, Jeanne de Rover, une étudiante belge, a fait un témoignage poignant dans lequel elle lance un cri du cœur au gouvernement. Comme des milliers d'étudiants, je me sens trahie, inconsidérée. Le ministre Jean-François Roberge ne semble voir que des statistiques. Mais derrière mon numéro, derrière nos numéros, il y a des sacrifices réels. J'ai investi toutes mes économies pour obtenir un diplôme qui n'est même pas reconnu dans mon propre pays. J'ai fait cela en connaissance de cause, parce que mon projet de vie, il est ici, au Québec. En changeant les règles en cours de route, le gouvernement ne fait pas que supprimer un programme. Il supprime des projets de vie. J'ai le sentiment qu'on nous voit comme des chiffres. Étudiante à la maîtrise en éducation, profil psychopédagogie, elle a tout quitté pour venir s'installer au Québec, laissant derrière elle sa famille, ses amis, son emploi et même toutes ses économies. Un témoignage qui a fait fondre en larmes plusieurs personnes dans la salle, notamment le maire de Trois-Rivières, Jean-François Aubin. Bien, on a eu un beau témoignage d'une étudiante qui est ici à la maîtrise à l'UQTR. Une étudiante qui a, comme elle l'expliquait, fait un projet de vie pour s'en aller vivre au Québec. Elle a tout vendu, elle a tout laissé, sa famille, ses amis. Elle est venue s'établir ici. Puis on lui a dit, là, on a besoin de vous, là, venez-vous-en travailler dans nos écoles, on a besoin de vous. Et là, on rompt cette promesse-là. C'est comme si on disait à quelqu'un, tu as un projet de vie majeur, là, mais là, c'est fini. On s'excuse, là, mais ça s'arrête là. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Puis on peut pas pour bien des raisons. On peut pas pour les personnes, mais on peut pas pour la réputation du Québec. C'est la réputation du Québec qu'on met à mal. C'est aussi nos besoins en main-d'œuvre qu'on met à mal. C'est pas vrai qu'on est capable de fournir avec des gens qui sont déjà ici sans recours du tout à l'immigration, combler tous les postes. Depuis novembre dernier, le PEC a été remplacé par le programme de sélection des travailleurs qualifiés. La transition entre ces deux programmes est au cœur des revendications à travers la province depuis déjà près de 4 mois.
Que nous réserve le marché immobilier pour la prochaine année? Est-ce que le mot surenchère existe encore? Est-ce que ce sont les vendeurs ou les acheteurs qui sont les grands gagnants? Une courtière immobilière d'Alma a répondu aux questions de notre journaliste, Mélissa Raté. On a vu des surenchères pas possibles. Est-ce que le mot surenchère existe encore? Bien, oui, il existe encore, mais il est beaucoup moins généralisé. OK? On voit encore de la surenchère, mais c'est vraiment plus spécifique. Fait qu'on voit de la surenchère sur une propriété qui va être clé en main, qui va être bien située dans un quartier qui est recherché puis qui va être vraiment listé au bon prix. Bien là, à ce moment-là, on va voir de la surenchère. On en voit aussi, il y a quand même un gros engouement pour l'investissement immobilier, donc les propriétés à revenus, donc les plex, là, comme on appelle, ça génère beaucoup d'intérêt aussi. Donc, on a de la surenchère au niveau de ces immeubles-là aussi. Là, écoute, dernièrement, j'ai un 10 logements qui a eu 8 offres d'achat en 4 jours. Donc, c'est énorme. Ça bouge beaucoup à ce niveau-là également. Marie-Ève, dans les dernières années, on a vu vraiment que c'était des années par rapport aux vendeurs. Est-ce que cette année, on s'attend au même scénario pour les prochains mois? Tout à fait. On est encore dans un marché qui est très favorable aux vendeurs parce qu'on manque de propriétés sur le marché pour répondre à la demande. Tu sais, on n'a pas assez de propriétés à vendre. Les acheteurs sont présents, sont sérieux, sont à la recherche, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'inscriptions à vendre. Actuellement, à Alma, là, on a 38 propriétés à vendre entre 250 et 650 000 $. On voit encore une tendance là, au marché du vendeur. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de constructions neuves, mais ce sont des constructions de condos ou de logements. Ça ne vient pas régler le problème pour les familles qui voudraient se loger puis acheter une maison plus traditionnelle. Là. Donc, effectivement, ça reste un problème. C'est quoi la valeur moyenne d'une maison unifamiliale à Alma, mais même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça ressemble à quoi? Au niveau d'Alma, la maison, le prix de vente d'une maison unifamiliale est à peu près 300-325 000 $ là, de prix médian selon Centris. Donc, tu sais, mais on voit vraiment une grande variété de prix. Tu sais, on a des propriétés plus modestes, tu sais, dans les alentours de 250 à 300 000 qui ont besoin de travaux. Si on parle d'une maison qui est plus clé en main, là, on frôle plus les 500 000. Puis là, bien, si on parle de propriétés haut de gamme puis qu'on va vraiment dans des secteurs en particulier, bien là, les prix explosent. C'est ça, exactement. On a vraiment une grosse variété de prix. Des maisons à 500 000 $, un demi-million de dollars, c'était des choses qu'on voyait très peu il y a des années. Tout à fait. Puis aujourd'hui, c'est très fréquent. C'est même, comme je disais tout à l'heure, c'est le prix d'une maison clé en main. C'est pas en bas de ça, faut faire des travaux, faut remplacer des planchers, faut faire une cuisine, une salle de bain. Donc, effectivement, les prix ont augmenté. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour des futurs acheteurs? Parce qu'on sait que l'accès à la propriété demeure très difficile là, pour certaines personnes. Tout à fait. Bien, écoute, mon premier conseil, s'il y en a un seul à retenir, c'est celui-là, à aller se faire pré-approuver par une institution financière. C'est important parce que le marché va quand même vite. Les acheteurs sont à l'affût, donc ça va rapidement, surtout quand on tombe en surenchère. C'est toujours plus pesant d'avoir sa préautorisation hypothécaire. Il y a même certains vendeurs qui exigent d'avoir une préapprobation pour visiter, donc c'est toujours mieux. Ça fait plus sérieux et ça évite des démarches inutiles. Absolument, puis le temps de réflexion, j'imagine, est beaucoup plus restreint comparativement à avant. Tu sais, on se disait, on va dormir sur nos deux oreilles pendant une semaine ou deux, on va évaluer la situation. Là, maintenant, le 2 semaines est devenu presque un 24-48 heures. Quand on est en situation d'offres multiples, d'une maison qui est vraiment intéressante, qui est à bon prix, des fois, il faut se décider en dedans de 2-3 heures parce qu'il y a déjà 2 promesses d'achat qui ont été déposées, puis ça se négocie tantôt. Fait qu'effectivement, faut aller plus rapidement. Marie-Ève, merci infiniment pour ces précieux conseils. Bien, ça fait plaisir. La Côte-Nord n'échappe pas à l'augmentation des besoins en aide alimentaire. Et pour y faire face à Bécomo, le comptoir alimentaire L'Escale a acheté une ancienne banque afin de bonifier ses espaces d'entreposage. Mais lors d'une visite en décembre dernier, la présidente de l'organisme a eu toute une surprise. Le reportage de Olivier Roy-Martin.
Depuis le 2 février, le comptoir alimentaire L'Escale est officiellement propriétaire des anciens locaux de la Banque nationale du Canada sur la rue de Puy-Jalon. L'organisme souhaite ainsi bonifier ses espaces d'entreposage. De guignolée en guignolée, qu'on constatait qu'on manquait d'espace, on devait emprunter des locaux à différentes personnes en ville là, pour pouvoir entreposer ce qu'on récoltait dans nos périodes quand même assez achalandées. On est vraiment très, très, très heureux pour ça. Mais oui, effectivement, c'est sûr que ça veut dire qu'il y a une croissance des besoins, mais elle est installée. Donc là, il faut faire avec, puis il faut trouver des solutions pour pouvoir y répondre. Vacant depuis le 25 octobre 2019, le vaste immeuble de 2 étages répondait aux besoins croissants du comptoir alimentaire L'Escale. On voulait que ce soit principalement dans le secteur Mingan parce que plus de 75 de notre clientèle est ici et n'ont pas nécessairement tous des moyens de se déplacer. Initialement, la banque voulait vendre l'immeuble 400 000 $, mais la transaction s'est finalement conclue pour la somme de 300 000 $. Ils nous ont quand même offert 100 000 $ comme preuve d'implication dans la communauté parce que, en leur expliquant pourquoi nous, on était seulement capables de payer le prix qu'on leur offrait, ils ont compris puis ils ont voulu faire leur part. Malgré l'importance de la transaction, le comptoir alimentaire L'Escale n'a pas contracté d'hypothèque. On a eu un soutien financier là, de la part du privé. Et étant donné qu'on travaillait sur ce dossier-là depuis 2020, on avait eu accès à des différents fonds qu'on a pu utiliser pour faire l'acquisition. Donc, on n'a aucune hypothèque sur le bâtiment. Au cours des prochains mois, s'effectueront les travaux pour la phase 1 d'aménagement des locaux. On a déjà sur papier la phase 1 de ce qui doit être fait en priorité pour qu'on puisse commencer à utiliser le local, idéalement, pour la prochaine collecte de la rentrée scolaire. Donc, enlever ce qui ressemble aux équipements vraiment typiquement de la banque. On va démanteler plusieurs bureaux. On va en conserver parce qu'il va y avoir des opérations quand même qui vont se faire à partir d'ici. On va enlever tapis céramique au sol pour remettre ça sur un sol en béton qui sera scellé pour que ce soit adéquat pour l'entreposage là, de denrées. La suite des travaux à exécuter dépendra notamment des besoins des bénévoles qui assurent le maintien des activités du comptoir alimentaire L'Escale. On veut améliorer la situation de travail à tout le monde, puis par le fait même, on va améliorer notre distribution. Comme pour les paniers de Noël, on va être beaucoup plus efficace de préparer et de distribuer ça à partir d'ici versus nos plus petits locaux qu'on a actuellement. José Gagnon tient à préciser que l'organisme continue d'utiliser ses locaux actuels. Pour l'instant, on veut vraiment analyser tout ça parce que l'autre bâtiment offre quand même plusieurs possibilités. On va pouvoir développer beaucoup plus la cuisine, cuisine collective, des cours de cuisine, peu importe, la transformation. Ce sera vraiment, là, une fois qu'on va avoir commencé à utiliser la place ici, qu'on va évaluer tout ça. On se laisse 2 ans pour bien évaluer nos choses puis pas prendre de décisions qui nous coûteraient cher pour rien. Elle est moins pesante, mais quand même... En entrant dans l'une des voûtes de la banque, José Gagnon nous explique qu'elle a découvert un couple de sans-abri lors d'une visite des locaux vers la mi-décembre. Et on a dû les réveiller, signifier que nous étions sur place, parce qu'on était 3 au moment de la visite. Mais ça s'est bien passé, là. Ils ont été très gentils, collaborateurs, ils ont discuté avec nous. C'est à ce moment que le téléphone de José Mailloux a sonné dans les locaux de Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan. Donc, elle m'a demandé comment je pouvais l'aider pour pouvoir accompagner ces gens-là. Et comme c'était très près d'ici, je suis descendue immédiatement pour aller la retrouver. Et étant intervenante psychosociale de formation, bien, c'était facile pour moi d'aller à la rencontre de ces gens-là pour faire une préévaluation de leurs besoins, voir où est-ce qu'ils en étaient, qu'est-ce qui les avait amenés là et surtout, c'était quoi leur vision du futur maintenant qu'ils savaient qu'ils devraient quitter l'endroit. Le couple de personnes en situation d'itinérance a été logé le jour même à la résidence Saint-Joseph de Pointe-aux-Outardes. La rage est une maladie mortelle qui peut frapper nos animaux domestiques comme les chats et les chiens et qui peut se transmettre à l'humain. On observe d'ailleurs une recrudescence de la rage, entre autres chez les ratons laveurs. Une clinique de vaccination gratuite s'est tenue au début du mois par des étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe. Le reportage de Kimberly Hall.
l'été, puis regarde la caméra. Des étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe ont invité les Mascoutins ayant un chat ou un chien à une journée de vaccination gratuite contre la rage. Cette première édition a eu lieu le 1er février dernier au Centre des loisirs de Saint-Joseph. L'initiative a été à la hauteur des espérances selon 2 étudiantes qui ont participé à l'événement. Beaucoup de monde, on a eu 94 cas qui ont été présentés et on est très satisfait du résultat. Il y a eu beaucoup d'intérêt aussi envers la rage et comment la prévenir, en fait. Donc, ça a été une belle journée. Ça a vraiment été moitié-moitié. Le matin, on avait beaucoup de chiens, puis l'après-midi, ça s'est complètement inversé. On avait beaucoup de chats. L'objectif était aussi de sensibiliser la population sur les enjeux entourant la maladie de la rage. Un animal n'a pas besoin d'aller dehors pour être infecté avec le virus de la rage. Donc, même une chauve-souris qui rentrerait dans la maison, ça peut être un risque de rage. Donc, juste le fait de vacciner, d'expliquer que c'est important de faire la vaccination, c'est déjà de la sensibilisation. On avait aussi des pamphlets pour expliquer un peu la rage chez les animaux de la faune, donc chez le raton laveur, la chauve-souris. Et c'était un peu pour sensibiliser les gens aussi au fait qu'il ne faudrait pas toucher à une chauve-souris morte ou vivante, essayer d'éviter de venir en aide aux animaux de la faune. D'ailleurs, selon le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources naturelles, il y a une recrudescence de cas de rage chez les animaux de la faune, surtout chez les ratons laveurs. Selon les données de 2025, 93 ratons laveurs ont contracté le virus, ainsi que 8 renards arctiques et 6 chauves-souris. Depuis le 1er janvier 2026, 5 cas de rage chez les ratons laveurs ont déjà été confirmés. À noter qu'aucun cas humain n'a été recensé au Québec depuis l'an 2000, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. Gabrielle Tétrault-Farber rappelle que la rage est une maladie mortelle. Il n'y a pas de remède, en fait. C'est une mortalité de presque 100 %, donc c'est quelque chose qu'on veut prévenir là, chez les animaux, chez les humains. Puis aussi, on est chanceux, aussi au Québec, au Canada, d'avoir quand même un nombre de cas relativement contrôlé. C'est sûr que ça prend de plus en plus d'ampleur, mais si on compare à d'autres pays, c'est sûr que la rage est endémique dans certains pays d'Asie du Sud-Est, en Inde, par exemple, notamment. Donc, c'est sûr qu'on est chanceux, mais on veut que ça reste comme ça aussi. On ne voudrait pas qu'il commence à y avoir des cas chez les enfants, un enfant qui serait allé jouer avec un raton laveur. On veut que la protection soit plus vaste et plus étanche, en fait, contre ce virus-là, parce que c'est possible de le prévenir. À la suite des dernières données, le gouvernement émet une interdiction de déplacer des animaux de la faune dans les régions affectées, c'est-à-dire en Estrie et en Montérégie, jusqu'au 6 avril prochain. Pour les humains, un vaccin est également possible pour se protéger davantage. Il est possible aussi de se vacciner en tant qu'humain pour les gens qui travaillent, justement, nous, comme vétérinaires, futurs vétérinaires, de se protéger parce qu'on travaille beaucoup avec les animaux. Si nous ou notre animal se fait mordre, il faut absolument soit consulter un vétérinaire ou un médecin humain pour... Il y a un protocole quand même de post-exposition, donc on peut se faire vacciner après et ça peut limiter, en fait, les risques de développer les symptômes. Puis c'est à ce moment-là qu'en fait, que lorsqu'on développe les symptômes, que là, on ne peut pas vraiment revenir en arrière, c'est mortel. Donc, immédiatement consulter quand on soupçonne qu'on a été exposé. Avec le succès de cette première édition de Journée de vaccination contre la rage, les étudiants envisagent d'organiser une 2e journée prochainement. On espère en fait que ce projet-là va avoir ouvert des nouvelles portes pour refaire ce genre d'initiative-là par d'autres étudiants, par nous. L'année prochaine, je sais qu'on aimerait ça le refaire, mais à voir. Faire du ski alpin, du ski de fond ou de la raquette sont des sports d'hiver maintenant accessibles aux personnes handicapées. C'est le cas dans 10 stations récréo-touristiques de la région de Chaudière-Appalaches qui fournissent l'équipement adapté et l'encadrement nécessaire pour une pratique en toute sécurité. On organise la journée, c'est vraiment pour sensibiliser, faire découvrir l'activité, parce qu'on a beau faire la promotion de venir sur les montagnes de ski, on a une offre de ski adapté. Le monde ne savent pas, ils ont peur, ils n'osent pas. Fait qu'en étant présent, en disant nous sommes là, on est là pour vous accueillir, vous aider, vous accompagner, ça vient vraiment démystifier qu'est-ce que le ski adapté. Puis par la suite, le monde ont aimé leur expérience et osent poursuivre. Les premières étapes, c'est qu'on va installer la personne dans le fauteuil, on va lui expliquer comment ça fonctionne. Donc les appareils, on a des courroies à venir s'installer,
Puis on monte, c'est pas plus compliqué que ça. Puis on s'en va faire du ski dans les pentes à partir de ce moment-là. Tout le monde ayant un handicap, peu importe l'handicap, on a des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui, sans cette journée-là ou sans les équipements, ne pourraient pas apprécier la glisse, vivre la vitesse, le vent. Puis vraiment, ils vont descendre avec un pilote. Puis autant les personnes qui ont une déficience physique, tout type de déficience. Oui, on parlait tantôt d'une personne de mobilité réduite, mais ça peut être une personne qui a une déficience visuelle, par exemple. Il y a des moniteurs formés. Fait qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'équipement, mais des fois besoin d'un coup de pouce pour être capable de savoir comment descendre sur les pistes. Il y a eu sa première piqûre en 2016. Là, il n'arrêtait pas de dire au conducteur d'aller plus vite. Puis quand il est arrivé ici, c'était pareil. Là, ils m'ont même dépassé. Là, d'après moi, on roulait peut-être à 75 km/h. Là, donc, ça y a donné la piqûre assez que là, je suis devenue depuis tout dernièrement, là, depuis décembre, son entraîneur. Et on va aller aux Jeux olympiques spéciaux. Donc, puis là, ben enfin, pour la première fois, là, il a réussi à tout faire les pistes ici. Là. Donc, le ski adapté a été vraiment une super belle porte pour nous autres pour lui donner la piqûre et faire en sorte qu'ils veulent venir faire du ski avec nous. Là. C'est-tu le fun? C'est-tu excitant? Oui! C'est excitant, hein? Oui! Surtout quand tu réussis à faire des grosses pentes avec des doubles losanges. Oui! Hein, c'est vraiment... Oui! Maman en pleure, hein, dans ce temps-là. Hein? Oui, oui. Puis mon objectif à moi, c'est d'amener les gens vers l'autonomie. On a différents types d'équipements. Le tandem, c'est pour les personnes qui seraient quadraplégiques ou avec des déficiences cognitives qui ne pourraient pas être capables de skier tout seuls. Mais on a des sites ski où les personnes peuvent devenir autonomes. Fait que moi, mon objectif, c'est de les amener vers l'autonomie le plus possible avec les limitations qu'ils ont, bien entendu. Tenter de réduire la quantité de nos déchets qui prennent la route du site d'enfouissement et leur offrir plutôt une seconde vie, en d'autres termes, moins jeter et réemployer davantage, c'est l'objectif que se sont fixés des élus des Laurentides avec le pacte d'engagement pour le réemploi. En fait, le but du pacte, c'est vraiment de rapprocher les ressourceries du territoire avec les municipalités puis les MRC pour travailler ensemble à réduire l'enfouissement qu'on fait en matière de gestion de matières résiduelles. Oh là là. Parce qu'on n'a pas un super score à ce niveau-là. Wow. On fait beaucoup d'enfouissement dans la région. Donc, il faut commencer à développer des stratégies pour réduire notre enfouissement, puis réduire à la source. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est de magasiner seconde main. Oui, exactement. Puis c'est quoi l'impact du réemploi, là? Parce qu'il est assez énorme. Là. Je regardais les chiffres, là. Mm-hmm. Oui, mais c'est en pleine croissance, là, toute l'économie puis toute l'organisation entourant le réemploi, c'est en pleine croissance. Il y a beaucoup de tabous là, qui sont en train de tomber au niveau de l'achat seconde main parce que pendant longtemps, on considérait que l'achat seconde main, c'était pour les gens qui n'avaient pas les moyens de se payer des choses neuves. Maintenant, c'est vraiment dans une perspective qui est écologique. Oui. Donc, les tabous sont en train de tomber à ce niveau-là. Donc, les gens magasinent de plus en plus seconde main. Donc, au Québec, par exemple, presque 43 % de la population va magasiner seconde main maintenant. Puis Bonne nouvelle. Bien, c'est une excellente nouvelle. Ouais. C'est une augmentation là, au Québec là, de presque 4,5 % annuellement. Donc, wow. Et c'est une économie aussi. Il y a des retombées énormes là, pour la... Puis, mettons, juste pour les Laurentides, il y a des retombées économiques énormes là, de 20 à 30 millions. Donc, parce que on pense pas ça. On pense pas ça. Puis, il y a un terme vraiment intéressant qu'on utilise dans cette écosphère-là du réemploi. C'est que les déchets, au lieu d'appeler ça des déchets, nous, on appelle ça des gisements. OK. Parce que c'est un potentiel de matière exploitable, réutilisable. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a...
monsieur puis madame tout le monde. On parle de réemploi, on parle par exemple de mobilier, de vaisselle, de vêtements. Mais il y a toutes sortes d'autres choses là, qui peuvent être détournées des sites d'enfouissement. Puis là, il y a des entreprises, il y a des consultants qui se spécialisent là-dedans de prendre les déchets, mais maintenant on appelle ça des gisements, des déchets d'une entreprise, puis les transformer en gisements pour une autre entreprise. Oui, je comprends. Puis pourquoi c'est un enjeu pour des municipalités, justement, les déchets? Bien, c'est parce que c'est ce que ça coûte. Enfouir, là, ça coûte entre 75 et 100 $ la tonne. Puis là, quand on en enfouit 13 000 tonnes, là, à un moment donné, ça coûte cher. C'est de plus en plus complexe parce qu'il y a de plus en plus de normes environnementales qu'on doit respecter autant au niveau local, national qu'au niveau international parce qu'on sait, les déchets, tout se promène maintenant. Donc, il y a de plus en plus de normes. Ça coûte de plus en plus cher. Puis c'est aussi ce qu'on laisse aux générations futures. Exactement. Vous dites, là, il faut changer au niveau de nos habitudes de vie. Oui. Puis moi, je magasine déjà beaucoup seconde main. Moi aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a choisi comme ambassadrice. Bravo. Oui. Mais moi aussi. On va se donner une petite tape, là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a choisi comme ambassadrice parce que moi, ça fait déjà partie de mon mode de vie. J'adore magasiner seconde main. Autant pour mes vêtements que pour mon mobilier à la maison, les vêtements de mes enfants, les jouets pour les anniversaires, Noël. C'est toujours la première chose que je fais avant d'aller dans une boutique acheter du neuf. Je vais faire les ressourceries de la région. Écoute, puis je trouve tout le temps, là, c'est rare là, que je doive aller chercher quelque chose de neuf. Parce qu'on ne sait pas non plus ce qu'on fait réellement avec notre recyclage. Puis il y a des gens qui travaillent fort pour ça, je sais, mais des fois, on se demande, est-ce que tout ce que je fais, donc de consommer moins, tout ce que je mets au recyclage, est-ce que c'est réellement recyclé ou c'est enfoui? Mais dans les pays d'en haut, je peux vous assurer que on traite très bien le recyclage. C'est merveilleux, bravo. Absolument. Mais c'est sûr que là, il y a on appelle ça la pureté là, de la matière. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois des petits nettoyages à faire là, comme ça. Mais c'est sûr, ça prend de la discipline du côté des gens qui font le recyclage. Puis, je vous dirais que le réemploi, maintenant, on doit mettre ça de l'avant, avant même le recyclage. Parce que pendant longtemps, le recyclage, c'était absolument la première chose à faire. Là, maintenant, avant de recycler, c'est le réemploi. Donc, avant de mettre quelque chose au recyclage, est-ce qu'il y a une autre façon qu'on peut utiliser ça avant de le mettre au recyclage? Voilà ce qui complète pour cette semaine. Merci à toutes nos équipes d'un peu partout au Québec. Merci à vous d'avoir été là. Au nom de Nous TV, merci de nous suivre et passez une excellente semaine.